L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est dans un premier temps de distinguer entre les modèles de l'intégration scolaire, qu'on associera avec un paradigme qu'on appelle la normalisation, et bien sûr de l'inclusion scolaire qu'on associe plus particulièrement à la dénormalisation. Ça, ce sera le premier temps de la présentation. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous présenter quelques exemples d'injonctions en faveur de l'inclusion scolaire. Ensuite, vous proposer quelques réflexions sur le concept de diversité tel qu'appliqué en milieu scolaire. Ces quelques réflexions ne sera vraiment pas la prétention d'être exhaustif, je vous le dis tout de suite. Enfin, de proposer quelques réflexions autour de l'accueil de la diversité à l'école. La conclusion suivra, bien sûr, comme c'est toujours le cas, mais une conclusion non pas au thème de l'accueil de la diversité, mais une conclusion à la présentation d'aujourd'hui. De l'intégration scolaire à l'inclusion scolaire ou du nécessaire passage de la normalisation à la dénormalisation, ou encore une fois, comme l'aurait si bien dit mon ami William, Shakespeare de son petit nom ou de son grand nom, comme on veut, inclure ou ne pas inclure, voilà la question. That is the question indeed. Je dois aussi préciser que le fil conducteur, moi, de ma présentation d'aujourd'hui, ce sera l'inclusion des élèves en difficulté. D'ailleurs, j'étais très heureux de voir que cela correspond à l'une de vos compétences clés, la compétence numéro 7. Ce n'est pas parce que c'est la numéro 7 que c'est pas qu'elle est moins importante que les six autres ou les autres. Donc, pour moi, c'est ça le filon parce que toute ma carrière a été centrée là-dessus, sur les élèves en difficulté et les élèves avec des problèmes de tout genre. Alors, je vous avais promis une distinction entre l'intégration et l'inclusion scolaire. Une de mes zones d'inconfort, c'est que je ne savais pas si vous étiez familier avec ces termes-là, jusqu'à quel point vous les avez même entendus. Alors, si ce n'est pas le cas, je vais essayer quand même de débroussailler ça un petit peu avec vous aujourd'hui. En passant, je connais par contre certains de vos professeurs formateurs ici à la HEP et je suis certain que vous allez en entendre parler à nouveau et de façon très éloquente par les professeurs que je connais. Alors, l'intégration scolaire versus l'inclusion scolaire. Du côté anglophone, bien sûr, l'intégration scolaire est habituellement désignée par l'expression mainstreaming, alors que l'inclusion scolaire, on parle d'inclusive education. Alors, d'un point de vue historique, l'intégration scolaire, c'est un phénomène qui débute dans les années 70, surtout, mais pas exclusivement, aux États-Unis. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous savez que John F. Kennedy, le président américain de 60 à 63, vous savez comment ça s'est terminé dramatiquement en novembre 63, sa présidence. Donc, John F. Kennedy avait une sœur avec un handicap intellectuel. Et c'est sous l'impulsion présidentielle de Kennedy que dans les années 60 vont se développer tout un système d'éducation spécialisée aux États-Unis, qui perdure encore aujourd'hui. Dans les années 70, certains chercheurs, dont Lloyd Dunn, que je cite souvent parce que c'était vraiment un pionnier du système d'éducation spéciale, donc certains chercheurs, comme Lloyd Dunn et d'autres, ont mis à questionner la pertinence d'avoir tout ce système-là, c'est-à-dire d'avoir toutes ces écoles, toutes ces classes pour toutes sortes de clientèles d'élèves à besoins particuliers. À tel point que les législateurs, en 1975, ont adopté aux États-Unis ce que je considère personnellement comme une des premières lois pro-intégration scolaire, parce qu'à l'époque, on parlait d'intégration et non pas d'inclusion, ça viendra plus tard. Donc, et c'était la loi PL 94-142. Je suis fier de m'en souvenir encore, c'est parce que je l'ai étudié quand j'étais étudiant comme vous, et c'est une des petites choses qui m'est restée, donc PL 94-142, j'aime ça le dire souvent pour juste montrer qu'à mes professeurs, j'ai retenu quelque chose de mes 4 années de formation en éducation spéciale. Donc, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette première loi pro-intégration? C'est qu'il y avait un article dans la loi, qui est l'article fondamental de la loi, PL 94-142, c'est... je vais arrêter là. L'article en anglais, excusez tout de suite mon accent, j'ai beau venir d'un pays bilingue, de la seule province officiellement bilingue, excuse-moi Luc, au Canada, à savoir le Nouveau-Brunswick, mon accent est terrible en anglais. Donc, cet article-là préconisait le placement scolaire dans de least restrictive environment. Je ne sais pas comment ça sonnait à vos oreilles, mais pour moi, c'était pas très, très bon. C'est pas vargeux.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire dans le milieu scolaire le plus normalisant ou le moins restrictif, le plus près de la normale possible. Okay? Donc, c'est ça les tout débuts de l'intégration scolaire. Donc, ça se passe aux États-Unis dans les années 70. Côté inclusion scolaire, ça va venir beaucoup plus tard, quelques décennies plus tard, grosso modo dans les années 90. Alors, comme distinction vraiment fondamentale, bien sûr, la distinction, ce n'est pas une question de date de naissance, mais plutôt le fait que lorsqu'on parle d'intégration scolaire, on parle d'un modèle qui n'est pas pour tous les élèves. On parle d'un modèle qui se limite, tout au moins dans les premiers temps, aux élèves avec handicap léger. Alors que lorsqu'on parle de l'inclusion scolaire, c'est très différent. Dès le départ, on vise absolument tous les élèves. Et quand je dis tous les élèves, je veux dire vraiment tous les élèves. Peu importe leur handicap, peu importe la lourdeur de leur handicap ou leur particularité de fonctionnement ou la multiplicité de ces particularités de fonctionnement-là, tous les élèves sont visés dans le modèle de l'inclusion. Ce qui amène ces gens-là à exclure, ce qu'on exclut en fait, c'est l'exclusion. Okay? Alors, on exclut toute forme d'exclusion, donc toute forme de rejet, et on va souvent utiliser l'expression de la philosophie du zéro rejet pour désigner ça. Une autre distinction, c'est que, bien sûr, dans le modèle d'intégration scolaire, vous aurez compris que plusieurs placements sont possibles, car on permet l'existence de services ségrégés. On utilise beaucoup l'expression système en cascade. En cascade, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs paliers de services allant de l'école ordinaire à temps plein à des institutions complètement séparées. Donc, on a différents niveaux d'intégration scolaire. Dans le modèle de l'inclusion scolaire, c'est diamétralement différent puisque un seul placement est prévu, et ce pour tous les élèves, et ce placement-là, c'est la classe ordinaire, point, période, point à la ligne. Alors, pas de services ségrégés prévus dans le modèle de l'inclusion. On dit souvent dans le modèle d'inclusion scolaire que la classe ordinaire, c'est un milieu qui appartient à tout le monde. C'est un milieu d'apprentissage commun qui doit appartenir à tous les élèves du même âge chronologique. Est-ce que ça va jusqu'à date? Ça, c'est une autre chose à laquelle je suis moins habitué, c'est les grands auditoires comme ça, 300 personnes, c'est impressionnant quand même. Alors, on poursuit. La normalisation. Oh, non, je pense que j'ai sauté quelque chose. Hein? Ah oui. Alors, pendant longtemps, bien sûr, dans le modèle d'intégration scolaire, on visait la normalisation des personnes, et je reviendrai là-dessus pour expliquer qu'est-ce qu'on entendait, alors que dans ce qu'on préconise de plus en plus, entre autres, en particulier, je dirais, j'ai une collègue qui travaille beaucoup sur cette question-là, de la dénormalisation, c'est ma collègue Angela Aucoin, d'où son nom dans les références. Alors, dans le modèle de l'inclusion scolaire, c'est la différence qui devient la nouvelle norme. C'est la différence qui est la nouvelle norme. Alors, pour clarifier tout ça, les différents niveaux de la normalisation. Tout d'abord, il faut qu'on vienne de dire que la normalisation, si on la critique aujourd'hui, c'est un certain aspect ou un certain niveau de la normalisation qu'on critique. Au départ, c'est un mouvement social d'une très, très, très grande importance. Okay? Parce que la normalisation, ce qu'elle a permis, elle a permis la normalisation, dans un premier temps, des conditions de vie des personnes. Okay? C'est pas rien, ça. Donc, je sais que vous n'avez pas connu cette période-là, mais dans les années 70, la plupart des personnes lourdement handicapées vivaient dans des institutions complètement séparées, où ils étaient placés dès leur naissance et où ils passaient toute leur vie. Donc, c'était l'endroit où ils allaient recevoir éventuellement leur éducation, lorsqu'ils en recevaient une. C'était l'endroit où ils allaient connaître leur jeunesse, qu'ils allaient connaître leur maturité, leur vieillesse. Donc, c'était un petit peu triste de ce côté-là. Et j'ai mis, je ne savais pas si j'allais vous le conter, mais j'ai mis une petite anecdote personnelle pour illustrer ça. Lorsque j'étais étudiant, donc, à l'université, j'ai travaillé tous mes étés dans un camp d'été. Je pense que vous dites plutôt ici colonie de vacances en Europe, donc on reçoit des enfants. Et la toute première année où je travaillais dans ce camp d'été ou dans cette colonie de vacances, à la toute fin de l'été, on a reçu un groupe d'adultes. Okay, c'était très particulier. Après avoir reçu des enfants normaux, entre guillemets, là, en autant qu'il existe des enfants normaux,
Donc, après avoir reçu toute notre clientèle d'enfants, on recevait des adultes. Et moi, j'étais moniteur, ma première été, j'avais 16 ans, et je vois sur la liste de mes campeurs Armand Viennot. Mais je dis, c'est mon oncle. J'avais un oncle, je savais que j'avais un oncle qui s'appelait Armand Viennot. Et c'est effectivement le cas. C'était mon oncle Armand. J'ai vérifié en appelant ma famille la journée même. Mais mon oncle Armand, pour des problèmes mentaux, avait été placé dans une institution et c'est dans ce contexte-là qu'il venait. Alors moi, c'est la première fois que je le rencontrais de ma vie. Heureusement pour lui, il y a eu justement la désinstitutionnalisation et à un moment donné, il a pu sortir, cette institution-là a fermé et puis il a pu retourner dans la communauté et vivre dans une famille où il est décédé il y a quelques années. Mais pendant une longue partie de sa vie, il était dans une institution comme ça. Donc la normalisation, elle a eu des effets très, très positifs pour des tas de personnes. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a normalisé les conditions de vie, qu'on ait fermé les institutions puis qu'on ait repatrié ou on ait ramené ces gens-là dans la même communauté, bien sûr, on a voulu normaliser l'expérience de scolarisation pour les enfants d'âge scolaire. Donc, on a commencé à créer des écoles destinées à ces enfants-là ou à créer des classes. Donc, on parle d'intégration, dans certains cas d'intégration physique, lorsque la classe était intégrée dans une école ordinaire. On parlait d'intégration sociale, bien sûr, parce que les élèves étaient amenés à se côtoyer. On parlait, dans certains cas, d'intégration pédagogique au tout début. Alors là aussi, ça va très bien. On veut normaliser, bien sûr, l'expérience de scolarisation de tous les enfants, de toutes les personnes d'âge scolaire. Là où le bas blesse, c'est lorsque la normalisation vise la normalisation des personnes. Et c'est effectivement ce qu'on a essayé de faire pendant plusieurs décennies. Je le sais parce que moi, quand j'étais en éducation spéciale, on nous disait souvent que le signe d'une intégration scolaire réussie, c'est que si on rentrait dans une classe ordinaire à l'intérieur de laquelle avait été intégré un enfant et qu'on ne le voyait pas, qu'on ne le remarquait pas. Donc, le signe d'une intégration scolaire réussie, c'était l'invisibilité des élèves concernés, des élèves intégrés. Oups, pardon. Je ne suis pas violent comme ça, là. Vous voyez, donc, c'est là où la normalisation pose problème. C'est lorsqu'on essaie d'atténuer, voire d'effacer les différences entre les personnes handicapées et les personnes dites normales. Et c'est à ce type de normalisation-là qu'on s'objecte de plus en plus aujourd'hui et qu'on propose plutôt le mouvement ou le paradigme de la dénormalisation. Là, je suis dû pour un peu de carburant. Alors, une petite définition, en fait deux définitions, celle de ma collègue Angela Aucoin. Donc, elle parle d'un paradigme social qui valorise le caractère unique de chaque individu, donc dans toutes ses différences, et qui tient compte de la différence dans la conception des normes. Ou on pourrait dire également que la dénormalisation, c'est le résultat d'une remise en question et d'une critique du principe de normalisation qui visait à atténuer, voire à effacer les différences entre les personnes handicapées et les personnes dites normales, ce que je vous ai dit tantôt, basé sur le droit à la différence, parce que bien sûr, la dénormalisation, ça part de là, hein, le droit à la différence. La dénormalisation vise à permettre aux personnes avec un handicap de vivre pleinement leurs différences sans avoir à les modifier pour être acceptées en société. Appliquée au milieu scolaire, la dénormalisation sera bien sûr associée à l'inclusion scolaire et non pas à l'intégration. Alors, un petit truc pour comprendre la différence fondamentale entre l'intégration scolaire et l'inclusion scolaire. Je le donne souvent à mes étudiants pour s'assurer qu'ils ont bien compris. C'est que pour pouvoir intégrer des élèves, il faut tout d'abord avoir permis de les séparer, n'est-ce pas? Car on ne peut pas intégrer ce qui n'a jamais été séparé. Alors, vous voyez la différence? L'intégration scolaire, elle part du principe que on peut exclure des élèves de la classe ordinaire, de l'école ordinaire, et à l'occasion, s'ils répondent à nos critères, on pourra peut-être les intégrer à nouveau. Alors que dans l'inclusion scolaire, ce n'est pas le cas. On part du principe que la classe ordinaire, comme je le disais tantôt, elle appartient à tout le monde. Elle est le milieu d'apprentissage commun de tous les élèves. Alors, pour poursuivre, un petit truc... non, j'ai oublié de tourner ma page ici. Alors, enfin, pour terminer, puisqu'une image vaut 1000 mots,
Alors, c'est une illustration qu'on a trouvée sur le web. Elle circule beaucoup au Nouveau-Brunswick. Alors, pour les gens qui sont visuels parmi vous, peut-être que ça vous plaira de voir ça. Et bien sûr, c'est une image anglophone, d'où l'absence d'accent en passant, là. Donc, c'est exclusion, segregation, integration. Alors, ça s'applique aussi bien à l'école qu'à la classe. Alors, à l'école, bien sûr, dans le modèle d'inclusion, vous aurez une école qui accueille toutes sortes d'enfants. Bon, les verts, les petits points verts, correspondant grosso modo aux élèves dits réguliers. Les autres, bien sûr, c'est des élèves à besoins particuliers. Alors, l'exclusion, vous voyez qu'ils ne rentrent même pas dans le cercle. Ils sont exclus de l'école. Ensuite, la ségrégation, ils sont peut-être inclus dans l'école ou à côté de l'école, c'est-à-dire qu'ils reçoivent leur scolarisation dans un milieu différent, dans une filière différente. Et finalement, l'intégration scolaire, qui n'est pas encore tout à fait ce qu'on souhaite, nous, c'est la classe spéciale qui est physiquement intégrée dans une école ordinaire. Chez nous, c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé tout simplement à fermer peu à peu les écoles et on prenait les classes spéciales et on les intégrait physiquement dans les écoles ordinaires. Alors, ça nous amène à notre deuxième partie. OK, ça va bien avec le temps. Quelques exemples d'injonctions ou du difficile passage de l'injonction émise par les législateurs à leur mise en application par les éducateurs. Et j'aime bien la petite citation qui vient par après de George Santayana. « La plus grande difficulté de l'éducation, c'est de transformer les idées en expérience. » Alors bien sûr, vous avez des législateurs qui pensent à toutes sortes de belles idées, mais habituellement, ce ne sont pas eux qui les mettent en application, ce sont des gens comme vous allez le faire dans quelques années. Ce sont les enseignants, ce sont les gens sur le terrain. Au sujet des injonctions, quelques constats. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par injonction? Bien, ce sont les diverses déclarations, les chartes, les textes juridiques ou, bien sûr, les lois scolaires qui vont préconiser l'inclusion. Premier constat ou première observation, il existe des injonctions aux échelles internationales, continentales, nationales et locales. Celles qui sont en rouge, c'est celles que je vais illustrer. Je n'ai pas illustré continentales, mais je sais que ça existe chez vous, donc des injonctions au niveau, par exemple, de toute l'Europe. Chez nous, en Amérique du Nord, il ne faut pas y penser parce que l'Amérique du Nord, c'est 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Puis prendre des dispositions avec les États-Unis, on oublie ça. On dit souvent que le Canada, c'est une petite souris, alors que les États-Unis, c'est un éléphant. Alors, coucher dans le même lit, là, c'est dangereux. Au niveau local, à quoi ça correspond? Alors, pour que ce soit plus clair, pour illustrer qu'est-ce qu'on entend par les injonctions au niveau local, bien sûr, chez vous, ce sont les cantons, et chez nous, ce sont les provinces ou les territoires. Alors, deuxième observation, depuis plus de 20 ans maintenant, donc ça a commencé grosso modo dans les années 90, la plupart de ces injonctions, tant au niveau international, national que local, préconisent l'inclusion scolaire et obligent même certaines juridictions scolaires à pratiquer une forme ou l'autre d'inclusion scolaire. Donc, ce qui se passe en Suisse présentement, puis je le dis souvent à mes étudiants au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas propre au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas propre au canton de Vaud ou à la Suisse ou à l'échelle nationale. C'est vraiment un phénomène international. Donc, l'inclusion scolaire, ce n'est pas une mode de passage, c'est vraiment une tendance de fond. Troisième et dernière observation, l'ensemble de ces injonctions constituent en quelque sorte les fondements juridiques de l'inclusion scolaire. Donc, ça correspond grosso modo aux injonctions juridiques. Alors, le premier niveau, c'était l'échelle internationale. Je vais vous dire quelques mots sur ma préférée parmi les injonctions à l'échelle internationale, la fameuse déclaration de Salamanque en Espagne, qui date de 1994. Mais avant de vous parler de Salamanca, ou de Salamanque, comme on dit en français, il faut savoir qu'il y a plusieurs autres conventions ou déclarations internationales qui ont abordé la question de l'inclusion scolaire, d'une manière ou d'une autre. Donc, en voici quelques-unes. La Déclaration des droits des personnes handicapées, qui date de 1975, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui date de 1990, la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, également de 1990,
Et, quatrième exemple, les règles pour l'égalisation des personnes handicapées qui datent de 1993. Et cette dernière injonction internationale faisait suite à l'année internationale des personnes handicapées qui avait lieu en 1981. C'est ma première année d'enseignement, en passant, 80-81. Et aussi, ce qui avait eu lieu, il y avait eu aussi une décennie consacrée aux personnes handicapées. C'était la décennie de 1981 à 90. Donc, revenons à la déclaration de Salamanque. Alors, la Suisse, tout comme le Canada et 90 autres pays, donc vous voyez une partie importante de la communauté internationale, quand même 90 pays, c'est pas rien, sont signataires de la déclaration de Salamanque, initiée sous l'initiative de l'UNESCO, et qui proclame, entre autres choses, voici quelques belles phrases tirées de cette fameuse déclaration. Chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts, des aptitudes et des besoins d'apprentissage qui lui sont propres. Les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires qui doivent les intégrer dans un régime pédagogique centré sur l'enfant, capable de répondre à ses besoins. Et finalement, les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice constituent le moyen le plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires en créant des communautés accueillantes. Alors, tout ça, c'est des extraits de l'article 2 de la Déclaration de Salamanque, qui est, de mon point de vue, et du point de vue, je pense, de plusieurs chercheurs, le texte le plus ambitieux en termes d'inclusion scolaire. Alors, de l'international, on passe au national. Alors, vous allez peut-être, j'espère, vous reconnaître un peu ici, puisqu'on va comparer un peu la situation entre la Suisse et le Canada. Alors, la Suisse, vous avez une constitution fédérale de la Confédération suisse. Au Canada, nous avons, depuis 1982, une Charte canadienne des droits et libertés qui, en passant, est une partie intégrante de notre propre loi constitutionnelle. Alors, voici ce que ça dit chez vous. Et mon collègue Serge Ramel va se reconnaître ici, puisque c'est tiré d'une communication qu'il avait faite à l'Université de Moncton à l'automne 2011. Alors, l'article 8 de la Constitution fédérale interdit de faire subir à un être humain une discrimination en raison d'une déficience corporelle, mentale ou physique. Donc, on établit dans la Constitution, dans votre Constitution, que la discrimination est interdite. L'alinéa 4 de cet article charge en outre l'État de prendre des mesures visant à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Alors, côté canadien, vous allez voir, ça se ressemble beaucoup. L'article 15.1 de la Charte reconnaît les droits à l'égalité, tous ayant droit à la même protection et aux mêmes bénéfices de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment les discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou éthique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales et physiques. Donc, c'est des formulations assez similaires. Alors là, on était au national, on passe maintenant à l'échelle locale et on arrive chez vous dans le canton de Vaud. Alors, votre loi qui est, je crois, savoir relativement nouvelle, puisqu'elle date, la nouvelle loi sur l'enseignement obligatoire date de 2011. Alors, vous avez dans le chapitre 9, qui traite de pédagogie différenciée, à l'article 98, vous avez quelques principes généraux, dont 2 sont particulièrement importants. Alors, chez nous, c'est la loi l'équivalence et la loi sur l'éducation, qui date de 1997, et l'article, c'est l'article 12.3. Alors, voyons le contenu chez vous. Ça aussi, en passant, c'est tiré de la communication de Ramel et Bonvin. Donc, chez vous, on dit que le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les conditions d'apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques pour rendre leur enseignement accessible à tous les élèves. Et deuxième principe inclus dans cet article-là, ils privilégient les solutions intégratives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'élève et en tenant compte de l'organisation scolaire ainsi que du fonctionnement de la classe. Donc, c'est quand même une disposition pro-intégration. Peut-être pas pro-inclusion, mais certainement en faveur de l'intégration scolaire. Chez nous, au Nouveau-Brunswick, dans ma province,
L'article 12.3, voici ce qu'il dit. En passant, la première version de cet article-là date de 1986, c'est l'année où on a adopté la première loi pro-inclusion scolaire. Ensuite, elle a été remaniée légèrement en 1990. Et dans sa version actuelle, voici ce que l'article 12.3 nous dit. Dans la mesure du possible et en tenant compte des besoins en éducation de tous les élèves, le directeur général concerné d'un district scolaire doit placer un élève exceptionnel dans une classe régulière pour qu'il y reçoive les services et les programmes d'adaptation scolaire et afin qu'il puisse participer avec des élèves qui ne sont pas des élèves exceptionnels. Désolé pour élèves exceptionnels, c'est un des nombreux exemples où le Canada suit les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on parle de « exceptional children », puis nous autres, on a traduit par « élèves exceptionnels ». Ce n'est pas le mot du tout qu'on aime, nous autres, en tout cas. C'est encore le terme qui existe dans la loi. On est prêt avec pour encore plusieurs années, j'ai l'impression. Ce qui est particulier chez nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fardeau de la preuve pour sortir, pour exclure un élève d'une classe ordinaire, elle repose maintenant sur les autorités scolaires. C'est les autorités scolaires qui doivent faire la démonstration que pour tel ou tel élève, la classe ordinaire, ça ne fonctionne pas. Okay? Parce qu'on prend pour acquis que la classe ordinaire appartient à tous les élèves et l'endroit est le milieu d'apprentissage commun. Donc, pour en exclure un élève, ce sont les autorités scolaires chez nous qui doivent faire la démonstration que pour lui, oui, ça ne marche vraiment pas. Et c'est très difficile de faire cette démonstration-là en passant. Il y a très peu d'autorités scolaires qui ont réussi. Alors, on arrive au cœur de notre présentation, ou de ma présentation. L'accueil de la diversité ou du difficile passage de la classe ordinaire perçue comme un groupe homogène à une classe extraordinairement diversifiée. Le mot homogène, j'aimerais quand même le souligner. La classe, donc, perçue comme un groupe homogène. La classe, le groupe classe n'a jamais été un groupe homogène. Même quand j'étais élève dans les années 60, ça n'existe pas. Vous savez, les gens qui ont été dans le milieu scolaire, qui ont enseigné, lorsque vous ferez des stages, vous allez vous en apercevoir assez rapidement. Même en l'absence d'élèves qu'on appelle aujourd'hui les élèves à besoins particuliers, même en leur absence, les élèves dits normaux, là, les élèves sans handicap ou sans difficulté apparente, ils ne sont pas pareils. Ils ne l'ont jamais été, puis ils le sont encore moins aujourd'hui. Alors, comment passer d'une classe... Ça, c'est mon deuxième effet, pas très bien réussi d'ailleurs. Alors, comment passer du 1 fois 30 à 30 fois 1? Alors, moi, j'aime beaucoup cette petite équation mathématique, cette phrase mathématique, en fait, pour illustrer la conception traditionnelle de la classe ou du groupe classe. La groupe classe, pendant très longtemps, et malheureusement encore beaucoup aujourd'hui, elle est vue comme un groupe de 30 élèves, d'où la phrase mathématique 1 fois 30. Donc, la plupart des enseignants, non, je ne devrais pas dire ça, encore trop d'enseignants, à mon goût, perçoivent la classe comme, sous cette phrase mathématique-là, comme un groupe homogène de 30 élèves. Alors que, bien sûr, ce qu'on vous invite à passer, c'est à 30 fois 1. Bien sûr, quand je dis ça, là, les gens portent en peur, les enseignants, ou les « Hey, ça veut-tu dire que je vais avoir 30 programmes, 30 enseignants? » Non, on ne parle pas ici nécessairement d'enseignement individualisé, mais on parle d'un groupe classe, puis là, je vais être sûr de bien le dire, ça fait que je vais me lire, où tous les élèves du groupe classe n'apprennent pas nécessairement la même chose, de la même manière, au même rythme, en même temps. C'est de ça dont on parle quand on parle du 30 fois 1. Bien sûr, il va y avoir des activités d'apprentissage en commun. On le souhaite ardemment d'ailleurs. Okay? Mais à certaines occasions, lorsque c'est nécessaire, certains élèves recevront ou vivront des activités d'apprentissage différentes. D'où, je me permets de le répéter, tous les élèves n'apprendront pas nécessairement la même chose, de la même manière, au même rythme, en même temps. Et en passant, moi, quand j'étais étudiant, on parlait beaucoup d'enseignement individualisé. Je sais que plusieurs chercheurs préfèrent l'expression enseignement personnalisé. Parce que malheureusement, la connotation qui est associée beaucoup encore aujourd'hui avec enseignement individualisé, ce que les gens voient, c'est du 1 à 1.
Ce n'est pas ce qu'on vise nécessairement. Pas, ça peut se produire, bien sûr, un enseignant qui s'adresse ou qui fait une intervention individuelle, bien sûr. Ça a toujours existé d'ailleurs, mais ce n'est pas ce modèle-là. Ce n'est pas du 1 à 1 constamment. C'est tout simplement qu'on répond aux besoins des élèves lorsque c'est nécessaire. Alors, vous avez une autre citation tirée cette fois ou empruntée à Dyson et Millward, deux auteurs américains. Le dilemme fondamental de l'éducation inclusive provient de l'exigence des écoles de fournir une éducation foncièrement semblable. Bien sûr, on vise la même qualité pour tout le monde, la même qualité d'éducation, à tous les élèves, tout en faisant ça, mais tout en répondant simultanément à leurs besoins individuels. C'est ce qu'on désigne souvent comme le dilemme de la différence. Bon, quelques réflexions. Alors, c'est le premier de 7 principes que je vais vous poser cet après-midi. Pourquoi 7? Bien, parce que quand j'ai préparé ma communication en juin, c'est les 7 qui me sont venus en tête. Je suis certain que si j'avais préparé la communication hier, j'en aurais peut-être trouvé 8, ou si j'y retravaillais, peut-être que ce serait 5, mais formulés différemment. Donc, c'est tout simplement ici une série de réflexions que je vais vous proposer concernant ou au sujet de la diversité. La première, et j'aime bien, je l'emprunte de ma collègue Angela Aucoin, c'est que chez les êtres humains, je ne sais pas si vous avez remarqué, la différence, c'est rarement un concept neutre. C'est peut-être pas n'est pas, mais c'est rarement un concept neutre. Vous avez, par exemple, les différences sont généralement perçues comme soit positives, par exemple, Robert est plus intelligent que Julien, ou comme négatives. Jeanne est moins motivée à l'école que ne l'est Francine. Okay? Donc, plus souvent qu'autrement, les différences sont perçues en termes positifs ou en termes négatifs. Deuxième réflexion. La différence, elle est habituellement perçue comme l'attribut des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas nous qui sommes différents, c'est les autres. Okay? Moi, je ne suis pas différent, c'est les autres qui sont différents. Ou pour paraphraser un célèbre écrivain, un autre de mes bons amis, JP, Jean-Paul, alors pour la différence, comme l'enfer, c'est les autres. Et j'aime bien aussi, et pourtant, j'apparais aussi différent à l'autre, puis il faut s'en souvenir ça, j'apparais moi aussi différent à l'autre que l'autre peut m'apparaître différent. Hein, la différence, elle est bidirectionnelle. Elle n'est pas exclusivement chez l'autre, elle est tout autant chez soi. Vous avez ici une petite photo prise dans le web qui dit je dérange car je suis différent, vous me dérangez car vous êtes tous pareils. Alors, notre troisième réflexion sur la diversité. À l'école, la diversité, j'y ai déjà fait allusion, tantôt, la diversité, elle se conjugue maintenant de 1001 façons. Bon, des différences culturelles et ethniques. Je sais qu'en Suisse, par exemple, c'est vraiment une réalité qui est la vôtre. Chez nous, ça le devient de plus en plus. Bien sûr, moi, j'ai grandi dans un milieu très homogène. C'était tous des francophones. Il y avait une famille d'anglophones dans tout mon village. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, d'ailleurs. Ils étaient là. On les aimait bien pareil. Puis, donc, tous les enfants étaient à peu près du même niveau socio-économique. Donc, c'était vraiment un milieu qu'on pourrait qualifier d'homogène. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins souvent le cas. Donc, il y a des différences culturelles et ethniques. Il y a des différences physiques et sociales et économiques, pardon. Des différences physiques et intellectuelles, et tous les autres, des différences psychologiques et de personnalité, des différences en termes d'orientation sexuelle, des différences dans la manière d'apprendre, style ou stratégie d'apprentissage, type d'intelligence. Ce qui fait dire à ces petits bonhommes-là, tu n'es pas handicapé, tu n'es pas dyslexique, tu n'es pas... qu'est-ce qui est là? Tu n'es pas réfugié, non? Réfugié, merci, vous êtes meilleur lecteur que moi, même avec mes lunettes. Alors, tu es seulement étranger, alors tu n'es pas vraiment différent alors. Mais je reviens là-dessus, avant de quitter cette diapositive-là, et pour insister sur le fait qu'effectivement, la classe est de plus en plus hétérogène. Elle l'a toujours été, bien sûr, mais moi, je sais, lorsque je vais faire de la supervision de stage, ça m'arrive encore aujourd'hui, c'est très facile à voir. Puis, je dirais que les différences, elles s'expriment davantage, peut-être aujourd'hui. Prenons pour exemple, mais ce n'est pas le seul, l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, il y a des jeunes, par exemple, qui vont l'afficher.
Mais quand j'étais élève, ce n'était pas le cas. Donc, les différences, elles étaient là, mais aujourd'hui, non seulement elles continuent d'être là, mais elles sont peut-être plus visibles, elles sont peut-être moins cachées que c'était le cas, que ça a déjà été le cas. Oh, j'aime bien ça aussi. Ici, je vais aller puiser chez un de mes collègues qui est maintenant à la retraite, Rodrigue Landry. D'après Landry, les facteurs pouvant expliquer l'unicité, parce que chez nous, à l'Université de Moncton, on a ce qu'on appelle la pédagogie actualisante, puis un des volets de la pédagogie actualisante, l'inclusion en est un, mais un des volets, le premier volet, c'est l'unicité. Donc, les facteurs pouvant expliquer l'unicité se traduisent par une multitude de traits et de caractéristiques qui font que deux élèves dotés, par exemple, du même quotient intellectuel, sont aussi différents l'un de l'autre que deux élèves dont les niveaux d'intelligence se situent à des endroits diamétralement opposés sur la courbe normale. J'explique cela, et je vais essayer de me servir de mon curseur. Ouais, voilà. Alors, l'élève ici, j'ai mis les deux élèves ensemble. Vous voyez, ça, c'est la fameuse courbe normale de l'intelligence. Hein? Un petit peu désuète, là, mais en tout cas, on peut l'utiliser quand même. Alors, vous avez les élèves C et D qui correspondent exactement à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence dite normale, un quotient intellectuel de 100, un quotient intellectuel bien fictif, évidemment. Okay? Alors, eux, ils ont le même. Maintenant, si vous connaissez un peu les écart-types, les écart-types, très souvent, pour l'échelle normale de l'intelligence, la distribution des tests standardisés sur des tests d'intelligence, des tests standardisés d'intelligence, pardon, je commence à bafouiller. Donc, c'est habituellement de 15 points. Donc, vous avez 100. Si vous avez un écart-type en dessous, ça va donner 85, 70, 55, tout ça. Donc, vous avez l'élève A qui se trouve ici. Ça donnerait, j'ai calculé, ça serait grosso modo 60, un quotient intellectuel de 60. Donc, on pourrait parler ici d'une déficience intellectuelle moyenne. Et vous avez l'élève B qui correspond probablement à votre cas. C'est un élève doué. Lui, son quotient intellectuel, si on regarde, il y a un peu plus de 2 écart-types, donc ce serait grosso modo un quotient intellectuel de 140. Mais ce qu'on soutient, ou ce que mon collègue Landry soutient, c'est que ces deux élèves-là, qui ont pourtant exactement le même facteur aptitude, qui est un des facteurs de l'apprentissage, pas le seul, donc deux élèves qui ont exactement le même facteur aptitude, tel que mesuré par un test de quotient intellectuel, ils sont aussi différents entre eux que l'élève A et l'élève B. Okay? C'est quelque chose quand on y pense. Donc, la différence, elle est aussi au sein de nos élèves dits ordinaires. Oups. Alors, notre quatrième réflexion, je devrais accélérer un tout petit peu. Alors, les différences ne sont pas toutes visibles. Alors, j'ai trouvé une belle illustration. Moi aussi, je suis une orange. En passant, je n'ai pas eu le temps de faire de la recherche pour savoir si ça existe vraiment des oranges bleues. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le sait aussi. En tout cas. Mais j'aimais bien l'illustration. Et ce que j'ai ajouté, pour pouvoir les apprécier, ces différences-là, en gardant l'illustration avec les oranges, il faut parfois enlever une pelure ou une écorce, peu importe comment on l'appelle, ce qui enrobe la partie qu'on mange de l'orange. Donc, aller au-delà des apparences et rencontrer l'autre dans sa différence. Okay? Et ça, c'est un fait, bien sûr, que toutes les différences, quand on parle d'élèves, par exemple, qui ont des styles d'apprentissage très, très différents, bon, à première vue, ce n'est pas une différence qui va se révéler visible, mais elle est tout aussi importante qu'un élève qui est en fauteuil roulant versus un élève qui a toute sa mobilité. Notre cinquième réflexion au sujet de la diversité, toutes les différences devraient avoir leur place à l'école publique. Et pour illustrer ce principe-là, ou cette cinquième réflexion, j'ai inventé une petite histoire que je vais vous lire. Elle est inspirée, en passant, d'une chercheure anglophone, canadienne anglophone, Marsha Forrest, qui a enseigné longtemps à l'Université McGill à Montréal. C'est une des chercheurs pro-inclusion. On l'appelait même le gourou de l'inclusion scolaire dans les années 80-90. Et elle est décédée maintenant. Et Marsha Forrest, c'est le genre de phrase qu'elle aurait pu dire. En passant, quand j'ai assisté à une semaine de formation avec elle, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a posé, parce qu'à ce moment-là, on parlait beaucoup, c'était dans les années 80, on parlait beaucoup de fermeture d'institutions. Et une des personnes qui était dans l'auditoire voulait faire valoir que ça existait des bonnes institutions. Alors, il a posé la question à Marsha Forrest, il a dit « OK, Madame Forrest, ce serait quoi d'après vous,
la caractéristique que vous recherchez là, dans une bonne institution. Alors, Marsha Forrest a été silencieuse pendant quelques instants. Elle a dit fermée. Alors, la caractéristique, c'est qu'elle soit fermée. Vous voyez le genre de position qu'elle prenait. Alors, voici la petite histoire inspirée de Marsha Forrest pour illustrer le fait que toutes les différences devaient avoir leur place à l'école publique. Un jour, une personne demanda la question qui suit à une professeure lors d'une conférence publique. Cette professeure avait consacré toute sa vie professionnelle, comme Marsha Forrest, à défendre le droit à l'inclusion scolaire pour que tous les élèves, quelle que soit leur particularité de fonctionnement ou la lourdeur de leur handicap. Alors, la personne dit, oui, je suis bien d'accord avec le principe de l'inclusion scolaire, mais il doit bien y avoir une condition minimale pour qu'un élève soit inclus, non? À la grande surprise de l'auditoire, et après quelques instants de silence, la professeure répondit, oui, il y a bien une condition. La personne qui avait posé la question se dit en elle-même, bon, enfin, je savais bien que l'inclusion, ça ne pouvait tout de même pas être pour tous les élèves. Et, continua la conférencière, et cette condition est la suivante. Vous touchez le bras de l'élève, s'il est chaud, c'est qu'il doit être inclus dans une classe ordinaire. En d'autres mots, s'il est vivant, he's in. Il a droit à la classe ordinaire. Ça, c'est exactement le genre d'anecdote que Marsha Forrest aurait raconté. Alors, notre 6e réflexion. La diversité est l'une des caractéristiques d'une communauté en santé. Autrement dit, la diversité enrichit la communauté. Je vais tout de suite aller à la diapositive suivante pour parler justement de la communauté. Vous savez qu'on compare souvent le groupe classe à une grande famille, comme dans la photo, ou à une communauté d'apprenants et d'apprenantes, ou à une communauté d'apprentissage. Chez nous, c'est une expression qui est très, très en vogue, là. Les communautés d'apprentissage chez les enseignants, bien sûr, mais aussi les communautés d'apprentissage formées par un groupe classe, donc les élèves avec leurs enseignants, ensemble forment également une communauté d'apprentissage. Alors, l'une des valeurs de l'inclusion scolaire, c'est précisément l'appartenance de tous à une même communauté. Et toujours à ce sujet-là, au sujet de la diversité et des communautés d'apprentissage. Qu'est-ce qu'une communauté avant toute chose? Alors, selon Scott Peck, un auteur que j'aime bien, une communauté, c'est un groupe qui a appris à transcender ses différences individuelles. Alors, attention, transcender, quand on parle de transcender, aller au-delà, ça ne veut pas dire éliminer les différences, mais bien les intégrer dans la courte pointe que constitue la communauté. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est une courte pointe? Oui, non? Je sais que Luc sait, là. Les gens en Suisse, non? Oui, c'est une couverture. OK? Vous en avez une ici. Ça, c'est un exemple d'une courte pointe. Oui, c'est tout simplement ça. D'ailleurs, en passant, sans le savoir, moi, j'ai couché avec des courtes pointes toute ma vie comme enfant parce que, bien sûr, c'était une manière économique de faire des couvertures. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils prenaient des vieux rideaux, des vêtements usagés, en tout cas n'importe quoi, ou même Oups! Excusez-moi. Je redeviens violent. Ou même d'autres couvertures. Et puis, on découpait des morceaux et d'ailleurs, dans la province voisine, en Nouvelle-Écosse, ils appelaient ça des couvertures piquées. Pourquoi piquées? Bien, parce que c'était fait à l'aiguille. On cousait chaque morceau sur un drap et ça faisait une belle couverture aux multiples motifs, comme vous pouvez le voir. Et chaque personne, donc le lien maintenant avec notre observation, chaque personne, membre d'une communauté donnée, est comme une des pièces qui composent une courte pointe. Enlevez cette pièce avec ses couleurs particulières, avec son motif, et la courte pointe n'est plus la même, elle devient incomplète. Vous voyez l'idée ici? Ce qui fait la beauté d'une courte pointe, c'est la variété des petits carreaux qu'on a pris pour la constituer, pour la composer. Okay? Et certaines courtes pointes sont vraiment des œuvres d'art, en passant. Aujourd'hui, ça se vend très, très cher chez nous. Alors, notre 7e et dernière réflexion au sujet de la diversité. Alors, au sujet de la diversité, la gestion de la diversité soulève encore parfois le faux dilemme entre l'égalité et l'équité. Deux mots très, très importants. Égalité versus équité. Alors, quand on parle d'égalité, c'est l'idée que tous les élèves doivent être traités de la même manière. Puis il y a beaucoup d'enseignants qui tiennent mordicus à ça. Tous les élèves de ma classe doivent être traités de la même manière.
même si leurs besoins éducatifs ne sont pas les mêmes, peuvent être parfois très, très différents. Alors, qu'est-ce qui est le résultat quand on traite tout le monde de la même façon, quand on traite tous les élèves de la même façon? Bien sûr, on va observer des grandes différences dans le rendement ou de manière générale dans l'apprentissage des élèves. Alors, moi, je dis souvent que traiter tout le monde de la même manière, il n'y a rien de plus injuste que ça. Traiter tout le monde. Alors, qu'est-ce que nous propose plutôt l'équité? C'est que lorsque nécessaire, bien sûr, les élèves seront traités différemment pour répondre à leurs besoins éducatifs particuliers. Qu'est-ce qui est le résultat pour tout le monde? Pour tout le monde, c'est qu'on va maximiser les opportunités d'apprentissage de chacun. Et vous avez en bas, ça aussi, j'ai trouvé ça sur Internet, je trouve que ça illustre très, très bien. Je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes assis, mais je vais vous traduire un peu. Bon, c'est 3 enfants, 3 garçons qui assistent à un match de... C'est du baseball, hein? Oui, OK. C'est du baseball. OK, un match donc de sportif. Et vous voyez, ils sont derrière une clôture. Bien sûr, tous les 3 veulent voir le match. Donc, l'égalité, il y a 3 boîtes. On appelle ça des boîtes de savon chez nous, 3 boîtes sur lesquelles les enfants peuvent monter là, pour mieux voir. Donc, l'égalité, bien sûr, c'est que chaque enfant aurait une boîte pour voir au-dessus de la clôture. Alors que, bien sûr, si vous voyez l'équité, le plus grand, c'est le plus grand. Lui, sans boîte, il peut voir au-delà de la clôture puis assister au match. Le deuxième, celui qui est de taille moyenne, lui, il a besoin d'une boîte, alors que le tout petit, il a besoin des 2 boîtes. Vous voyez la différence? Donc, l'égalité, c'est que tout le monde est traité de la même manière. Tout le monde a une boîte, alors qu'on n'a pas nécessairement besoin de boîte. Et alors que l'équité, chacun a ce qu'il faut pour qu'il puisse assister au match. Alors, notre dernière section, c'est l'accueil de la diversité, ou ce qu'on pourrait appeler les défis que soulève la rencontre et l'accueil de la diversité pour les élèves et pour les enseignantes et les enseignants. Parce qu'il faut bien dire que l'accueil de la diversité, c'est un défi pour les enseignants, bien sûr, mais c'est également un défi pour les élèves eux-mêmes. Rencontrer des élèves différents, ça peut aussi constituer un défi pour des enfants. Et pour les enseignantes et les enseignants, bien sûr. J'aime beaucoup la citation ici de Barthes qui dit que les enseignants, elle soutient en tout cas que les enseignants ne sautent pas impatiemment du lit à 6 heures du matin et ne se rendent pas en vitesse à l'école que pour améliorer les résultats aux tests de connaissances. Bien sûr, c'est un résultat qu'on souhaite. On souhaiterait que les enfants réussissent bien aux tests. Ce qui motive réellement les enseignants, c'est s'engager dans une démarche commune pour accomplir quelque chose de spécial. Et voici, moi, ce que je crois être, en tout cas, ce qui, pour moi, et pour, j'espère, bien d'autres enseignants, ce quelque chose de spécial se déroule dans l'accueil de ces élèves. Okay? Et de leur diversité. Alors, je ne sais pas si vos élèves ressembleront plus au groupe d'en haut ou au groupe d'en bas. Si c'est le groupe d'en bas, bonne chance. Je ne sais pas comment est-ce que vous pourrez vous occuper de cette diversité-là. Alors, première réflexion, cette fois-ci, il y en a juste 3, ça ira beaucoup plus vite. Donc, 3 principes au sujet de l'accueil. Première réflexion, l'accueil est au cœur de la relation éducative. Car au-delà de leur rôle ou leur métier d'élève, comme l'expression que Pernoud a introduit, entre autres en 2004, donc au-delà de leur rôle ou leur métier d'élève, les enfants sont avant tout des personnes dont il faut aller à la rencontre. Moi, j'aime bien aussi ajouter que les enfants, ils ne viennent pas seulement à l'école avec leur tête. C'est des enfants tout entiers qui viennent à l'école avec leur tête, bien sûr, avec leur cerveau, plus précisément, mais également avec leur passé, avec leurs attentes, avec leurs rêves, avec leurs désirs, avec ce qu'ils sont comme personnes, avec tout leur bagage. Et ce sont ces enfants-là, ces 4, je dis souvent, ces 4 corps d'enfants, c'est-à-dire 4 corps dans le sens de la fraction 4 sur 4, là, avec lesquels vous aurez à travailler. Deuxième réflexion au sujet de l'accueil. Donc, l'accueil de la diversité, c'est quelque chose d'inné chez l'enfant. Avez-vous déjà vu des bébés pratiquer la ségrégation? Ouais? Ça n'existe pas. Un tout jeune enfant ne voit pas les différences, par exemple, les différences de couleur. Malheureusement, ce qui semble être inné chez l'être humain ou présent dès leur naissance, parfois, ça se désapprend avec l'âge. Bien sûr, il y a toute une série de conditionnements sociaux qui vont faire que les enfants, face à la différence, peuvent rejeter des élèves différents, malheureusement. Mais malheureusement aussi, parfois, ils apprennent ça des adultes, en passant. Et
ma troisième et dernière réflexion au sujet de l'accueil, tolérer et accepter la diversité ne sont pas synonymes à l'accueil de la diversité, même si ce sont parfois des étapes nécessaires. Ce que je vous propose ici, c'est comme des étapes menant à l'accueil. Dans un premier temps, bien sûr, la première étape, c'est de tolérer. Et je vais vous dire que pour certains élèves, on est tous, chacun d'entre nous, on est plus sensible à certaines différences que d'autres. Il y a des différences qui, pour nous, pour moi, je dois bien l'admettre, qui sont plus faciles à accepter, qui sont plus faciles à intégrer ou comme on dit chez nous, à dealer avec, à faire affaire avec. Il y a des différences avec lesquelles on a plus de difficultés. Alors, tolérer, c'est la première étape. Mais bien souvent, la tolérance va nous amener à rester le plus loin possible. Tolérer, on est loin de l'acceptation ici. Alors, deuxième niveau, si on veut, accepter la diversité, c'est accepter de la côtoyer, accepter d'être à côté, mais sans trop m'en approcher. Donc, dans un premier temps, on tolère. Dans un deuxième temps, dans une deuxième étape, on va accepter. Donc, on va accepter de côtoyer la différence, être à côté d'eux. Accueillir la diversité. Là, on passe un seuil important. Accueillir la diversité, c'est parfois faire un pas de plus, c'est aller à la rencontre de l'autre et ce qui, il faut bien le reconnaître, nécessite parfois un effort. Et l'effort, par exemple, repose souvent sur le fait que la peur de l'inconnu. Et ça, je dois avouer, j'ai connu ça, moi, au début de ma carrière. Quand on n'a jamais travaillé avec telle ou telle catégorie d'enfants, la première fois qu'on fait face à ces enfants-là, ça peut être un peu énervant. Donc, accueillir, on pourrait dire que c'est être avec. Et notre sommet de notre pyramide, on peut émettre l'hypothèse que lorsque l'accueil se multiplie au sein du groupe classe, tant entre les élèves eux-mêmes qu'entre l'enseignant et chacun de ses élèves, on pourra peut-être arriver au stade où on va célébrer la différence et goûter pleinement au plaisir d'être ensemble. Alors, le dernier niveau, célébrer, moi, je pense que c'est quand l'accueil se généralise au sein du groupe classe, quand l'accueil elle est aussi bien pratiquée par les enfants que par les enseignants. Il me reste encore 5 minutes, c'est bien. En guise de conclusion, le thème de l'accueil et de la diversité soulève la question de mon rapport personnel avec la différence, incluant mon rapport avec ma propre différence. Donc, j'aime aussi la citation ici, cette fois-ci, d'un classique, Michel de Montaigne, qui dit « Je trouve autant de différences de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. » Okay? Donc ici, le thème de l'accueil de la diversité, ça pose le problème de l'accueil de la différence de façon générale et aussi comment bien vous êtes avec vos propres différences, comment vous vivez vos propres différences. Deuxième, j'en ai encore 3 cette fois-ci, des réflexions au sujet qui font partie de la conclusion. Alors, la diversité, c'est un des attributs de l'humanité. Refuser les différences chez l'être humain, c'est nier son droit à faire partie de la communauté humaine. Et j'aime beaucoup ma citation d'Albert Jacquard, qui est un chantre de la célébration des différences dans l'espèce humaine, qui dit ceci: « La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités tout en préservant ce qui est précieux dans la différence. » Et là, je fais un peu plus vite parce que je veux respecter le temps qui m'est alloué. Troisième observation, ou troisième conclusion, le discours, et ça, je tiens beaucoup à celui-là. Vous savez, il y a tout un discours sur l'unicité aujourd'hui, puis Dieu sait si on en avait besoin. Puis il est rafraîchissant, puis il était nécessaire de donner place à ce discours sur l'unicité des élèves. Mais, quoique nécessaire, ce discours-là ne doit pas nous faire oublier tout ce que nous avons en commun. Par exemple, nos besoins fondamentaux. Et ça, je vais vous montrer quelque chose qu'il y a de fortes chances que vous voyez dans votre formation, c'est la fameuse pyramide des besoins de Maslow. Alors, Maslow, c'est un auteur américain qui proposait différents... Ça a été reproduit sous la forme d'une pyramide
Mais donc, on part des besoins physiologiques. Ensuite, il y a les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime, les besoins de connaître et de comprendre, les besoins esthétiques et le besoin d'auto-actualisation. Donc, Maslow nous rappelle que les besoins fondamentaux sont les mêmes pour toutes les personnes humaines. Et il y a un autre auteur que vous aurez peut-être également l'occasion d'étudier, puis moi, je dois avouer que je préfère sa classification des besoins, c'est celle de William Glasser. William Glasser, c'est un auteur qui est décédé tout récemment, en 2003. Et lui, il identifie au lieu de Maslow, puis dans Maslow, c'est une hiérarchie. Hein. Pour répondre à un besoin de l'étape 3, un besoin d'appartenance et d'amour, bien, il faut avoir répondu au moins minimalement aux besoins qui sont en dessous. Okay? Pour Glasser, il y a 5 besoins fondamentaux chez l'être humain. Ils sont d'égale importance, puis ils n'ont pas d'ordre hiérarchique comme chez Maslow. Ce sont les besoins suivants. La survie, qui correspond grosso modo aux besoins physiologiques de Maslow. L'appartenance, qui est également cité chez Maslow. Mais les 3 autres sont originales, puis sont très, très importants. Donc, Glasser nous dit que chaque être humain, encore une fois, chaque personne humaine a besoin de pouvoir, le besoin de ça. Puis pouvoir, je sais que ça sonne un peu négatif quand on dit ça, le besoin de pouvoir, c'est le besoin de contrôler son environnement, même chez les adolescents, de contrôler leur corps, de pouvoir disposer de leur corps avec le fameux phénomène du piercing. C'est un petit peu ça que les adolescents réclament, le droit de disposer librement de leur corps. Donc, c'est ça qu'on entend par le pouvoir, de se sentir en pouvoir. Ensuite, il y a le besoin de plaisir, d'avoir du plaisir, et le besoin de liberté. Et ces besoins-là, encore une fois, ce sont les mêmes pour tout le monde. Et je vais terminer avec une anecdote. Est-ce que je peux? Je vais emprunter 2 minutes? OK. Parce que les dernières diapositives, c'est tout simplement mes références. Juste pour illustrer le caractère universel des besoins, dont le besoin d'amour, d'appartenance et d'amour. Quand j'étais étudiant en éducation spécialisée, j'avais comme travail, la 2e année de mon programme, j'avais comme travail je demeurais en fait dans une maison qui était une résidence communautaire pour des jeunes avec déficience intellectuelle. Donc, il y avait 8 jeunes qui demeuraient là en permanence, c'était encore l'époque des écoles spéciales, donc ils allaient tous à la même école spéciale qui était à quelques minutes de marche de la maison. La maison, les parents qui s'en occupaient, c'était 2 de mes amis, un couple de mes amis. Okay? Donc, eux autres, ils avaient la charge. Moi, j'avais la chance de demeurer dans cette maison-là. Et une fin de semaine sur 4, à tous les mois, le couple donc, de mes amis avait droit à une fin de semaine libre. Donc, habituellement, ils en profitaient pour sortir de la maison, aller rester ailleurs, bien sûr. Et à ce moment-là, moi, j'avais la pleine charge des 8 résidents. C'était des ados de 12 à 18 ans. Alors, la toute première fin de semaine où j'étais en charge de mon groupe, j'étais en train de faire un lavage en bas au sous-sol, quand tout d'un coup, j'entends un cri à fendre l'âme. J'ai dit, ça y est, ils ont choisi ma première fin de semaine de charge pour se blesser ou pour se tuer entre eux. Alors, je monte à toute vitesse l'escalier, le bruit était venu, le cri était venu d'en haut, donc dans les chambres, ou là où étaient les chambres, et je trouve, je vais l'appeler Jimmy. Donc, je trouve Jimmy couché sur son lit, en pleurs comme c'est pas possible. Jimmy, c'était un garçon, un adolescent de 16-17 ans, qui avait le syndrome de Down, et qui a encore le syndrome de Down, je ne sais pas pourquoi j'utilise l'imparfait. Et Jimmy, voici ce qui s'était passé. Il s'était chicané avec une autre résidente, avec Shannon, et Shannon lui avait dit « Je ne suis plus ton ami ». Parce que c'était plus ou moins, ils étaient comme ensemble, c'était comme un couple. Donc, elle venait de casser avec Jimmy. D'où ces pleurs. Mais moi, je vous jure que je n'ai jamais entendu, bien sûr, c'est dans l'expression que c'est différent, mais c'est exactement la même chose que la première peine d'amour de n'importe quel adolescent, n'est-ce pas? Jimmy était aussi dévasté que ne l'est n'importe quel garçon de son âge qui vient de casser avec sa première blonde. Et pour moi, ça a été très marquant comme expérience. Je m'en souviendrai toujours. Là, je me suis dit, ouais, il est bien pareil comme tous les ados. Bien sûr, dans son cas, je vous rassure tout de suite, ils se sont remis ensemble quelques journées plus tard et tout a bien fini comme on souhaiterait que ce soit toujours le cas. Mais moi, ce que je retiens de cette expérience-là, c'est que c'est vrai que ces enfants-là, ils sont bien plus pareils comme nous autres qu'ils nous sont différents.
Et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup de votre attention.